L'orage était arrivé avec le crépuscule, déferlant sur les landes en grandes nappes grises qui engloutissaient les dernières lueurs ambrées, et maintenant la pluie s'abattait contre les hautes fenêtres de la bibliothèque du manoir de Hartley avec une telle fureur que les vitres anciennes tremblaient dans leur cadre de plomb. Eleanor Ashford était assise dans le fauteuil d'angle qu'elle s'était approprié au cours des 9 dernières années, son ouvrage de broderie abandonné sur ses genoux, les yeux fixés sur l'homme qui se tenait devant l'âtre de marbre, comme il l'avait fait 1000 soirs auparavant, son profil illuminé par la lumière dansante du feu d'une manière qui, même après tout ce temps, lui coupait encore le souffle. Lord William Hartley tourna une page de son livre avec de longs doigts élégants, totalement inconscient de son regard, comme il l'avait été pendant 9 ans, 9 mois et 17 jours. Bien qu'Éléanore eût depuis longtemps cessé de compter les heures précises de sa dévotion invisible. La lumière de la lampe accrochait l'argent qui avait commencé à se mêler à ses cheveux sombres au niveau des tempes, marque du temps qui passe dont elle avait été le témoin de l'arrivée progressive, observatrice silencieuse des saisons de sa vie. Elle connaissait la façon dont son front se plissait lorsqu'il lisait de la philosophie, la posture particulière de ses épaules lorsque le courrier apportait des nouvelles indésirables, le rythme de sa respiration lorsqu'il s'endormait dans ce même fauteuil, les nuits d'hiver, et qu'elle se glissait au loin comme un fantôme, le laissant à ses rêves. Combien de fois avait-elle mémorisé la ligne de sa mâchoire, la courbe de sa bouche, la façon dont les ombres se nichaient dans le creux de sa gorge. Combien de fois avait-elle imaginé prononcer son prénom à voix haute, non pas le formel « my lord » qu'exigeaient les convenances, mais William, juste William, murmuré sur un ton de tendresse. Le vent hurlait dans les cheminées, et quelque part dans la maison, un volet claqua sa percussion solitaire, et Éléanore sentit le poids de son amour secret, pressé contre ses côtes comme une chose physique, lourd comme la pierre, doux comme le miel, terrible comme toute blessure qui saigne en silence. Elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, se déplaçant à travers ses journées comme une brume matinale, organisant son monde avec des mains qu'il ne remarquait jamais. L'aimant d'une dévotion qu'il ne connaîtrait jamais, existant dans les marges de sa vie magnifique et inaccessible. Mais la décision avait été prise, assise dans ce même fauteuil 3 nuits auparavant, alors qu'un autre orage faisait rage et qu'il lisait un autre livre et qu'elle affrontait enfin la vérité qu'elle avait fuie. Elle ne pouvait supporter une année de plus de cette torture exquise, de cette proximité magnifique et dévastatrice avec tout ce qu'elle désirait et ne pourrait jamais posséder. Elle partirait à la fin de l'été. La résolution siégeait dans sa poitrine comme du fer, froide, dure et nécessaire. Il lui restait 2 mois pour mémoriser chaque détail de lui, pour recueillir ses derniers moments comme des fleurs à presser entre les pages de la mémoire. Et puis, Eleanor Ashford disparaîtrait du manoir de Hartley aussi discrètement qu'elle y avait existé, emportant avec elle sa veillée de 9 ans d'amour silencieux vers le modeste avenir qui attendait une femme de sa condition réduite et au cœur brisé. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. 9 ans plus tôt, Eleanor était arrivée au manoir de Hartley un après-midi d'octobre, où les arbres flambaient de leur gloire mourante et où l'air portait le premier murmure de l'approche de l'hiver, sa malle contenant tout ce qu'elle possédait au monde, ses références serrées dans des mains tremblantes. Les dettes de son père l'ayant dépouillé de son éducation distinguée et ne lui ayant laissé que son instruction et le besoin désespéré d'un emploi respectable comme dame de compagnie de Lady Catherine Hartley, la tante douairière qui résidait dans l'aile est et qui avait besoin de quelqu'un pour lui faire la lecture, gérer sa correspondance et lui fournir la compagnie que les visites peu fréquentes de son neveu ne pouvaient lui apporter.
on avait conduit Éléanore au salon du matin où Lady Catherine tenait sa cour, et elle répondait à des questions sur ses compétences en français et en broderie quand la porte s'ouvrit et qu'il entra, Lord William Hartley, maître du domaine, et le monde avait semblé basculer sur son axe à cet instant, car même dans sa condition réduite, Éléanore conservait assez de sensibilité pour reconnaître la beauté masculine lorsqu'elle y était confrontée, bien que ce ne fût pas seulement ses beaux traits qui l'arrêtèrent, mais quelque chose dans son maintien, une qualité d'isolement profond qui faisait écho à la solitude de son propre cœur. Il avait salué sa tante avec une affection froide, avait accusé réception de la présentation d'Éléanore avec une révérence si correcte qu'elle frisait le dédain, ses yeux gris la parcourant comme on jetterait un coup d'œil à un meuble. Et pourtant Éléanore avait vu sous cette réserve aristocratique les ombres qui habitaient ses yeux, le contrôle minutieux de chaque geste, les murs construits si hauts qu'ils devaient sûrement protéger quelque chose d'insupportablement tendre à l'intérieur. « Vous trouverez mon neveu quelque peu réservé, Miss Ashford, » avait dit Lady Catherine après son départ, une note de tristesse dans la voix qu'Éléanore ne comprendrait que plus tard. Et Éléanore avait murmuré quelque chose d'approprié, tandis que son cœur exécutait d'étranges acrobaties dans sa poitrine, car elle avait déjà entamé le processus fatal de tomber amoureuse d'un homme qui ne l'avait pas vraiment vue du tout. Maintenant, 9 ans plus tard, Éléanore était assise au petit secrétaire de sa modeste chambre, la lettre de démission étalée devant elle, les mots qu'elle avait laborieusement écrits, la fixant à la lueur de la lampe. « Chère Lady Catherine, c'est avec un sincère regret que je dois vous présenter ma démission en tant que votre dame de compagnie, à compter du 1er août. » La plume semblait lourde dans sa main, cet instrument de sa libération, et tandis qu'elle signait son nom avec une précision soignée, Éléanore sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Chagrin ou soulagement, elle n'aurait su le dire, seulement que l'acte d'écrire ces mots, de rendre sa décision tangible et irrévocable, lui donnait l'impression de mourir et de naître simultanément, comme si elle fermait une porte sur 9 ans de tourments magnifiques et entrait dans un avenir qui ne contenait rien d'autre que l'incertitude et le froid réconfort de l'instinct de survie. Les journées au manoir de Hartley suivaient leur cours établi avec la précision d'une horloge bien remontée, et Éléanore les traversait comme elle avait traversé 3000 matins auparavant, arrivant dans la salle du petit-déjeuner avant que Lord William ne descende de ses appartements, arrangeant la correspondance en piles bien ordonnées à côté de son couvert, s'assurant que le café était exactement comme il le préférait, chaud et noir sans sucre, le journal repassé et plié pour éliminer tout pli disgracieux qui pourrait perturber sa routine matinale. Elle versait son thé lorsqu'il apparaissait enfin à 8h30, ses mouvements si rodés qu'ils en étaient devenus presque méditatifs, la légère inclinaison de la théière en porcelaine, le liquide ambré s'écoulant dans sa tasse, la petite cuillère en argent placée juste comme il faut sur la soucoupe, et il l'acceptait sans lever les yeux de la lettre qu'il lisait, sans un mot de reconnaissance, car pourquoi remarquerait-il ce qui avait toujours simplement été là, arrangé par des mains invisibles pour son confort et sa commodité. Éléanore prenait son propre thé sur le siège de la fenêtre, où la lumière du matin tombait sur sa broderie, assez près pour être appelée si Lady Catherine avait besoin de quelque chose, assez loin pour maintenir la distance appropriée entre un lord et une dame de compagnie rémunérée, et elle l'observait sous ses cils, tandis qu'il consommait son petit déjeuner avec la même élégance maîtrisée qu'il apportait à chaque action, sa posture impeccable, son expression ne révélant rien des pensées qui pouvaient se mouvoir derrière ses yeux gris qui ne se tournaient jamais, au grand jamais, dans sa direction. L'intendant arriva avec des questions sur les fermes des tenanciers, et Éléanore observa comment la voix de William prenait une qualité particulière lorsqu'il discutait d'affaires, courtoise mais froide, efficace sans chaleur, et elle pensa, comme elle l'avait pensé 1000 fois auparavant,
qu'il parlait à tout le monde de cette façon, que son isolement n'était pas une cruauté personnelle, mais une forteresse qu'il avait construite autour de lui pour des raisons qu'elle ne pouvait que deviner, bien que cette connaissance n'apportât aucun réconfort à son cœur affamé. Plus tard, dans la bibliothèque où elle était venue rendre les livres de Lady Catherine et choisir de nouveaux volumes pour la lecture de l'après-midi, elle le trouva debout devant les étagères, cherchant quelque chose, et lorsqu'elle s'approcha pour offrir son aide, leurs mains se tendirent simultanément vers le même volume de Wordsworth, relié en cuir, leurs doigts s'effleurant pendant le plus bref des instants avant qu'ils ne se retirent tous deux, comme s'ils s'étaient brûlés. Et Éléanore sentit ce contact accidentel résonner dans tout son corps comme la sonnerie d'une cloche, tandis que William se contentait de s'écarter avec un « Pardonnez-moi » murmuré, et lui fit signe de prendre le livre, son visage ne trahissant rien, absolument rien, bien qu'il ait sûrement dû ressentir quelque chose de ce qu'elle ressentait, cette étincelle de contact, ce moment de connexion. Mais non, son expression resta parfaitement neutre, alors qu'il se détournait, choisissant un volume entièrement différent, laissant Éléanore là, Wordsworth serré contre sa poitrine, et son cœur exécutant ses acrobaties familières et futiles, l'aimant désespérément dans le silence qui les séparait, invisible comme l'air, essentiel comme la respiration, inaperçu comme les murs mêmes qui les entouraient tous les deux. Ce fut Lady Catherine qui en parla la première, un après-midi où Éléanore lisait à voix haute un roman de Miss Austen, tandis que la vieille dame travaillait à sa broderie, ses doigts noueux, encore remarquablement agiles avec l'aiguille, et pendant une pause dans le récit, Lady Catherine posa son ouvrage et dit avec une gravité inhabituelle. « Ma chère, vous devez comprendre que William n'a pas toujours été comme il est maintenant, si distant et si soigneusement maîtrisé, car il fut un temps où il riait librement et aimait de tout son cœur généreux, jusqu'à ce que Miss Lydia Pemberton accepte sa demande en mariage, puis, 3 mois plus tard, mette fin à leur fiançailles pour épouser un vicomte doté d'une plus grande fortune. Et quelque chose en lui s'est simplement refermé comme une porte qui claque face à une tempête d'hiver. Les mains d'Éléanore tremblèrent sur le livre, tandis que la compassion l'inondait, mêlée à la douleur de la compréhension, car maintenant elle savait pourquoi ses yeux gris restaient si soigneusement clos, pourquoi il tenait le monde à une telle distance, et bien que cette connaissance aurait dû rendre sa propre souffrance plus facile à supporter, aurait dû lui permettre de voir son indifférence non comme personnelle mais comme universelle, cela ne fit qu'empirer les choses, car maintenant elle ne pouvait même plus nourrir le petit réconfort amer de se sentir uniquement rejetée, mais devait plutôt reconnaître qu'il ne voyait personne du tout, que son cœur avait été si profondément brisé qu'il ne pouvait risquer la vulnérabilité de voir. Ce soir-là, il y avait un dîner, car Lady Catherine recevait encore malgré son âge et son infirmité, et le salon se remplit de la noblesse locale, parmi laquelle 3 femmes célibataires d'âge et de fortune convenable qui s'arrangeaient à proximité de William comme des fleurs se tournant vers le soleil, et Éléanore observait depuis sa position près du fauteuil de Lady Catherine, remplissant son rôle d'aller chercher des châles et d'ajuster des coussins, invisible comme toujours, tandis que Miss Thornton riait trop fort à quelque chose que William disait, tandis que Miss Porter lui touchait la manche avec une coquetterie étudiée, tandis que la veuve Madame Ashton l'engageait dans une conversation sur ses voyages à l'étranger. Éléanore observait son visage, tandis qu'il répondait à chaque femme avec la même courtoisie mécanique, le même demi-sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux, le même maintien soigné de la distance convenable même lorsqu'elle se pressait plus près, et elle réalisa avec un cœur lourd qu'il accomplissait ses rituels sociaux avec la précision d'un automate, que derrière les manières impeccables, il n'y avait rien, aucune étincelle d'intérêt ou de possibilité de connexion, qu'il s'était enfermé si complètement que même ces femmes belles, accomplies
et éminemment convenable ne pouvait pénétrer sa forteresse, et cette observation apporta à Éléanore un étrange mélange de soulagement et de désespoir, car s'il ne pouvait pas les voir avec tous leurs charmes évidents et leur poursuite déterminée, quel espoir avait-elle jamais eu, elle qui existait dans les marges de sa vie comme une note de bas de page qu'il ne prendrait jamais la peine de lire. Et pourtant, savoir que son aveuglement s'étendait à tout le monde la fit en quelque sorte l'aimer plus plutôt que moins, car elle comprenait maintenant que son isolement n'était pas un choix mais une survie, pas de la cruauté, mais le tissu cicatriciel qui s'était formé sur une blessure trop profonde pour guérir. Les semaines qui suivirent passèrent avec l'étrange qualité d'un rêve dont on sait qu'on doit inévitablement se réveiller, et Éléanore les traversa dans un état de conscience accru, mémorisant tout avec l'attention désespérée de quelqu'un qui catalogue des trésors avant un incendie, car elle avait fixé la fin de l'été pour son départ, et, bien que la date restât non dite et non annoncée, sauf dans la lettre qu'elle gardait pliée dans son secrétaire, elle tirait sur sa conscience comme la marée tire sur le rivage, inévitable et inexorable. Elle commença le travail silencieux de séparation, triant ses modestes possessions aux petites heures après que lady Catherine se fut retirée, pliant 9 ans d'effets accumulés avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, mettant de côté les livres usés qu'elle avait empruntés à la bibliothèque et qu'elle devait rendre, les fleurs pressées des jardins où elle ne se promènerait plus jamais, les gants et les châles soigneusement reprisés qu'il avait vu traverser d'innombrables hivers anglais dans cette maison qui n'était jamais tout à fait devenue son foyer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue tout. Un après-midi pluvieux de la fin du printemps, alors que les nuages pendaient bas et lourds sur le domaine et que les portraits de la longue galerie semblaient émerger de leur cadre avec une vivacité inhabituelle dans la lumière grise, Éléanore se retrouva debout devant les peintures des ancêtres de William, étudiant les visages des Hartley morts depuis longtemps, cherchant dans leurs yeux peints une explication de l'homme vivant qui portait leurs traits, essayant de comprendre la lignée qui avait produit un tel isolement soigneusement maîtrisé, une réserve si impénétrable, et elle se demanda si l'un de ces seigneurs au visage sévère avait aimé comme elle aimait, silencieusement et sans espoir, ou s'ils avaient été ceux qui inspiraient une telle dévotion chez les autres et en restaient inconscients, et tandis qu'elle se tenait là, la pluie tambourinant contre les hautes fenêtres, elle traça de ses yeux la ligne fière de la mâchoire que William avait héritée de son grand-père, la posture particulière des épaules qui apparaissait de génération en génération, les yeux gris qui regardaient depuis l'étoile avec des degrés variables de chaleur ou de froideur, mais toujours avec cette même qualité essentielle de distance, de mur élevé contre le monde. Elle était si absorbée par son examen d'un portrait représentant l'arrière-grand-mère de William, une femme aux yeux bienveillants qui semblait la regarder avec quelque chose comme de la compréhension, qu'elle n'entendit pas ses pas sur le sol de marbre jusqu'à ce qu'il parle juste derrière elle, sa voix la surprenant si complètement qu'elle haleta et se retourna pour le trouver debout, plus près que les convenances ne le dictaient. Assez près pour qu'elle puisse voir les fines lignes au coin de ses yeux, l'argent commençant à se mêler aux cheveux sombres de ses tempes, et il dit simplement « Miss Ashford, je ne voulais pas vous effrayer », son ton formel comme toujours, son expression ne révélant rien, et elle parvint à répondre avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Pas du tout, milord. J'admirais simplement les portraits. » Et il leva les yeux vers le visage peint de son arrière-grand-mère et dit « On disait qu'elle était très bonne, très douce avec ceux qui étaient à son service. » Et Éléanore entendit dans ces mots une qualité qu'elle ne pouvait nommer, une inflexion qui aurait pu être significative ou qui aurait pu être son imagination désespérée trouvant un sens là où il n'y en avait pas. Et ils se tinrent là ensemble dans la lumière grise avec la pluie qui tombait et les yeux de ses ancêtres qui les regardaient. Puis il hocha la tête une fois et s'éloigna le long de la galerie,
ses pas résonnant dans le vaste espace, et après qu'il fut parti et qu'elle fut de nouveau seule avec les portraits et la pluie, Éléanore tendit la main et toucha le cadre de la porte qu'il venait de franchir, ses doigts reposant sur le bois frais. Un adieu à des moments comme ceux-ci, à la proximité sans connexion, à l'amour sans reconnaissance, à 9 années passées dans les mêmes pièces tout en occupant des mondes entièrement différents. La maladie de Lady Catherine survint soudainement dans la nuit, une fièvre qui brûla son corps frêle avec une rapidité alarmante, et Éléanore fut appelée de son lit à 3 heures du matin pour trouver la vieille dame à peine consciente, sa peau brûlante au toucher, sa respiration courte et laborieuse, et sans hésitation, Éléanore prit le commandement de la chambre du malade avec une compétence tranquille qui la surprit elle-même, envoyant chercher le médecin, ordonnant des compresses fraîches, s'asseyant au chevet du lit pendant les heures sombres avant l'aube, la main parcheminée de Lady Catherine serrée dans la sienne, murmurant des paroles rassurantes, que la vieille femme puisse les entendre ou non. Les jours qui suivirent se fondirent en un cycle continu de soins et de surveillance, de bouillon versé à la cuillère entre des lèvres gercées, de draps trempés de sueur changée, de lecture à voix basse des poèmes préférés de Lady Catherine lorsque la fièvre tombait suffisamment pour qu'elle reconnaisse la présence d'Éléanore, et à travers tout cela, Éléanore ressentit une dévotion protectrice féroce envers cette femme qui lui avait donné un emploi alors qu'elle n'avait nulle part où aller, qui l'avait traitée avec plus de gentillesse que sa position ne l'exigeait strictement, qui était devenue en quelque sorte la famille qu'Éléanore avait perdue lorsque son père était mort, la laissant sans le sou et seule au monde. William venait dans la chambre du malade chaque soir après le dîner, se tenant dans l'embrasure de la porte, avec une expression qu'Éléanore n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Quelque chose de brut et de non dissimulé qui aurait pu être de la peur ou du chagrin, ou simplement la terrible vulnérabilité de regarder quelqu'un qu'il aimait s'éteindre. Et la 3e nuit, alors qu'Éléanore était éveillée depuis près de 72 heures, soutenue seulement par du thé fort et le refus obstiné de quitter son poste, William ne resta pas dans l'embrasure de la porte, mais entra dans la pièce et prit la chaise en face de celle d'Éléanore, de l'autre côté du corps endormi de Lady Catherine, et ils s'assirent ensemble à la lueur de la lampe, écoutant la respiration de la vieille femme devenir progressivement plus régulière, plus forte, revenant de l'endroit sombre où la fièvre l'avait emmenée. Ce fut William qui rompit le silence, sa voix basse pour ne pas déranger le repos de sa tante, disant « Vous avez été infatigable dans votre dévouement, Miss Ashford, et je me trouve profondément reconnaissant pour les soins que vous lui avez prodigués. » Et Éléanore leva les yeux pour le voir la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer, quelque chose de presque semblable à l'émerveillement mêlé de confusion, comme s'il la voyait clairement pour la première fois et ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voyait. Et elle répondit simplement « Je l'aime beaucoup, my lord. Il n'y a rien que je ne ferai pas pour son confort. » Et la vérité de cette déclaration flotta dans l'air entre eux, et peut-être y entendit-il l'écho d'autres vérités qu'elle ne pourrait jamais dire. Car ses yeux retinrent les siens un long moment avant qu'il ne détourne le regard et ne demande avec une décontraction étudiée. « Et quand elle se rétablira, quels sont vos projets ? Avez-vous l'intention de rester dans cette maison ?» Le cœur d'Éléanore se serra douloureusement dans sa poitrine, mais elle parvint à garder sa voix stable en répondant. « J'ai envisagé un changement, my lord, peut-être chercher un poste ailleurs. » Et elle vit ses mains se crisper sur les bras de son fauteuil, sa mâchoire se contracter presque imperceptiblement, vit quelque chose qui aurait pu être de la détresse vaciller sur ses traits avant que le masque familier de la maîtrise ne se remette en place, et il ne dit rien de plus, hocha simplement la tête une fois, et reporta son attention sur sa tante endormie. Mais la tension de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés semblait remplir la pièce comme de la fumée, étouffante et inéluctable, et Éléanore sut avec la clarté particulière
qui vient aux heures profondes de la nuit, qu'elle ne pourrait pas rester beaucoup plus longtemps dans cette maison, dans cette proximité d'un homme qu'elle aimait et qui ne l'aimerait jamais en retour, que son départ était devenu non seulement une décision, mais une nécessité, une question de survie, car combien de nuits de plus pourrait-elle s'asseoir en face de lui comme cela, si proche et pourtant si incroyablement distante, regardant la lumière de la lampe jouer sur ses traits, l'aimant de chaque fibre de son être, tandis qu'il restait totalement, dévastateurement inconscient. Le rétablissement de Lady Catherine fut progressif mais complet, et au moment où les premières roses fleurirent dans les jardins, la vieille dame était assise dans son lit, réclamant sa correspondance et se plaignant de la nourriture fade que le médecin avait prescrite, ce qu'Elinor prit comme un signe certain de retour à la santé, et alors que mai se transformait en juin et que le domaine s'éveillait pleinement à l'abondance verte de l'été, Elinor sut que le moment était venu de rendre officiel ce qui n'avait été jusqu'à présent qu'une décision gardée secrètement dans son cœur. Elle choisit un matin où William prenait son petit déjeuner seul, Lady Catherine gardant encore sa chambre pour le repas du matin dans le cadre de sa convalescence, et Éléanore entra dans la salle du petit déjeuner avec la lettre qu'elle avait écrite et réécrite une douzaine de fois. Les mains fermes malgré les battements effrénés de son cœur, et elle la posa à côté de son assiette avec un calme « My lord, je dois vous donner ceci ». Et il leva les yeux de son journal avec cette expression polie et distante qu'elle connaissait si bien, et dit « Qu'est-ce que c'est, Miss Ashford ?» Et elle répondit, sa voix ne trahissant pas le coup de ses mots. « Ma notification officielle de départ, monsieur. Je quitterai votre service dans un mois. » Et elle le regarda prendre la lettre, regarda ses yeux parcourir les lignes soigneusement composées, regarda quelque chose traverser son visage trop rapidement pour être nommé, puis ses mains élégantes qu'elle avait observées pendant 9 ans, tremblèrent presque imperceptiblement, si bien que le journal qu'il tenait encore bruissa légèrement. Et il posa la lettre et le journal avec grand soin, se leva brusquement et dit seulement « Je vois, merci pour cette notification, Miss Ashford », et quitta la pièce si rapidement que c'était presque une fuite, laissant son petit déjeuner intact, son café refroidissant dans sa tasse, et Éléanore resta là, seule dans la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers les hautes fenêtres, et sentit son cœur se briser net en deux, car elle avait nourri un petit espoir insensé qu'il puisse lui demander de rester, qu'il puisse montrer un signe que son départ comptait pour lui. Mais il avait reçu la nouvelle avec la même politesse froide avec laquelle il recevait toute chose, et la douleur était si aiguë qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'enfuit dans les jardins, dans la roseraie plus précisément, où elle s'était promenée tant de matins avant que la maisonnée ne s'éveille, et là, parmi les fleurs lourdes de rosée et de parfum, elle s'autorisa à pleurer comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de son père, des larmes silencieuses qui tombaient sur les pétales des roses roses, blanches et pourpres, et elle regarda autour d'elle la beauté du domaine en pleine gloire estivale, les chênes centenaires projetant une ombre tachetée, la fontaine de pierre où les oiseaux venaient boire, les parterres soigneusement entretenus de lavande et de digital, les sentiers sinueux qu'elle avait parcourus en toute saison pendant 9 ans, et elle sut qu'elle ne quittait pas seulement un emploi, mais le seul foyer qu'elle avait connu dans sa vie d'adulte, qu'elle quittait l'homme qu'elle aimait d'une dévotion qui s'était tissée dans la trame de son être, qu'elle laissait derrière elle tout ce qui comptait, tout en n'emportant avec elle que des souvenirs et la terrible connaissance libératrice qu'elle avait enfin trouvé le courage de choisir la survie plutôt que la souffrance silencieuse, et tandis qu'elle se tenait là, les larmes aux joues et l'odeur des roses tout autour d'elle, elle murmura à l'air matinal « Adieu, William, adieu à tout ceci, adieu à un amour qui ne fut jamais retourné, adieu à l'espoir. » Et les roses hochèrent la tête dans la douce brise, comme si elles comprenaient, comme si elles avaient été les témoins de toutes ces années de dévotion silencieuse,
et de chagrin silencieux. Et Éléanore essuya ses yeux, redressa les épaules et retourna vers la maison. Vers le mois de service restant, vers le matin inévitable où elle quitterait Hartley Hall pour toujours. William resta dans la salle du petit déjeuner longtemps après le départ d'Éléanore, fixant la lettre qu'elle avait laissée à côté de son assiette intacte, et quelque chose en lui, qui avait été soigneusement maîtrisé pendant des années, commença à se fissurer et à se briser d'une manière qu'il ne comprenait pas, et il se trouva incapable de rester dans cette pièce ensoleillée avec sa joyeuse lumière matinale et la parodie d'une routine normale. Alors il marcha, arpentant les couloirs de Hartley Hall sans destination ni but, poussé par une agitation qui ressemblait dangereusement à de la panique, et partout où il se tournait. Il voyait des preuves de la présence d'Éléanore d'une manière qu'il n'avait jamais consciemment remarquée auparavant, mais qui le frappait maintenant avec la force d'une révélation. Dans la bibliothèque, il y avait un livre ouvert sur la petite table près de la fenêtre, un volume de poésie qu'il reconnut comme l'un de ceux qu'elle lisait souvent aux heures calmes avant le dîner, et il se surprit à le prendre, à passer ses doigts sur les pages qu'elle avait touchées, à lire les vers qu'elle avait lus, et l'intimité de ce simple acte fit trembler ses mains. Sur la chaise du salon du matin reposait son châle, le doux châle gris qu'elle portait lorsque les matins étaient frais, et il resta à le regarder comme s'il s'agissait d'un artefact d'une civilisation disparue, quelque chose de précieux et d'inexplicable. Et il réalisa, avec un choc, qu'il connaissait ce châle, connaissait la nuance exacte de gris, connaissait la façon dont elle le drapait autour de ses épaules, savait sans jamais avoir consciemment observé ces détails. Et comment était-ce possible, à moins qu'il ne l'ait observé tout ce temps, sans s'en rendre compte? Dans le hall d'entrée se trouvait un vase de fleurs, des roses blanches et de la lavande arrangée avec une élégance simple, et il sut sans qu'on le lui dise qu'Éléanore les avait arrangées, qu'elle s'était promenée dans le jardin tôt ce matin, avant que quiconque ne s'éveille, et avait cueilli ces fleurs, et les avait placées ici, et elles allaient se faner et mourir, et elle ne serait pas là pour les remplacer, et la pensée de cette absence ordinaire le frappa comme insupportable. Il accéléra le pas, comme s'il pouvait distancer la prise de conscience qui montait en lui, monta les escaliers jusqu'à la galerie des portraits, se tint devant le tableau de son grand-père et essaya d'invoquer le réconfort familier de l'histoire familiale, de la lignée et du devoir et de la progression ordonnée des générations. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était qu'Éléanore s'était tenue à cet endroit, même il y a quelques semaines à peine, avait contemplé ces mêmes portraits, et à quoi avait-elle pensé? Que ressentait-elle? Et pourquoi n'avait-il jamais demandé? Ne s'était-il jamais interrogé? Ne l'avait-il jamais vue comme autre chose qu'une présence silencieuse à la périphérie de sa vie? Il se dit que c'était simplement l'habitude, cette perturbation face à son départ imminent, que toute rupture de la routine établie causerait naturellement un certain degré d'inconfort, qu'il s'était habitué à son efficacité, à sa compétence, à sa gestion discrète des détails de la maison, et que ce sentiment n'était rien de plus, une simple résistance au changement, rien de plus. Mais même en formulant ces explications rationnelles, il savait que c'était des mensonges, car la vérité montait à travers toutes ces défenses, soigneusement construites comme de l'eau à travers les fissures d'un barrage, la vérité que quelque part, au cours de 9 ans, Éléanore Ashford lui était devenue essentielle d'une manière qu'il avait refusé de reconnaître, que sa présence silencieuse n'avait pas été simplement agréable, mais nécessaire, qu'elle avait compris ses humeurs sans qu'il ne les exprime, avait anticipé ses besoins, avait créé autour de lui une atmosphère d'une si douce compréhension qu'il avait traversé ces journées amorties par ses soins sans jamais les reconnaître comme des soins, comme de la dévotion, comme de l'amour. Et Dieu l'aide. Qu'avait-il fait? Comment avait-il été si aveugle? Comment avait-il échoué à voir ce qui était juste devant lui tout ce temps? Et les souvenirs affluaient maintenant avec une clarté terrible, de petits moments
qu'il avait écartées ou oubliées, la façon dont elle souriait quand elle pensait que personne ne la regardait, la façon dont sa voix s'adoucissait quand elle lisait à sa tante, la façon dont elle s'était assise avec lui pendant la maladie de sa tante, ne demandant rien pour elle-même, donnant tout, et il pressa ses paumes contre ses yeux, comme s'il pouvait arrêter les visions, mais elles continuaient à venir. 9 ans de moments, 9 ans de sa présence silencieuse, 9 ans à l'aimer pendant qu'il restait enfermé dans sa forteresse de chagrin et de peur, et la cruauté de cela, le gâchis de cela, le terrible, dévastateur gâchis de cela, et il sut avec une certitude soudaine et écrasante que si Éléanore partait, il perdrait quelque chose qu'il n'avait même pas su qu'il possédait, quelque chose de plus précieux que toute la richesse et l'histoire accumulée de Hartley Hall. Il perdrait la seule personne qui l'avait vraiment vu et l'avait aimé malgré tout, et la connaissance de ce qu'il risquait de perdre lui donna l'impression que le sol sous ses pieds s'était transformé en eau. Il restait 3 semaines, et Éléanore marquait chaque jour d'une résignation tranquille qui semblait à la fois libératrice et dévastatrice. Continuant ses tâches avec la même efficacité soignée qu'elle avait toujours montrée, tandis qu'à l'intérieur, son cœur se préparait lentement à l'amputation du départ, et elle ne s'attendait pas au changement qui survint dans le comportement de William, le nouveau schéma étrange qui émergea au cours de ces semaines comme un changement dans l'architecture même de ses journées. Il commença à apparaître dans des endroits qu'il n'avait jamais fréquentés auparavant, des endroits qui avaient été ses refuges privés au sein du vaste domaine. Et la première fois qu'elle le rencontra dans la bibliothèque un mercredi après-midi, alors qu'il ne venait jamais à la bibliothèque le mercredi après-midi, elle sursauta visiblement, et il offrit une explication guindée sur la recherche d'un volume particulier sur la gestion des domaines. Bien que le livre qu'il choisit finalement fût un recueil de poésie, et 2 jours plus tard, il était dans le salon du matin, à l'heure précise, où elle y prenait toujours son thé seule, et il prétendit être venu pour la meilleure lumière afin de lire sa correspondance, bien que le bureau ait une lumière parfaitement adéquate, et il le savait. Puis elle le trouva dans la roseraie, un dimanche matin, debout parmi les fleurs, les mains jointes derrière le dos, dans une attitude d'une décontraction étudiée qui ne trompait aucun d'eux. Et quand il la vit, il ne se retira pas comme elle s'y attendait, mais marcha plutôt vers elle, et dit « Les roses sont particulièrement belles cette année, Miss Ashford. » Et elle répondit « Oui, my lord, elles le sont. » Et ils se tinrent là dans un silence atroce, tandis que les abeilles bourdonnaient parmi les fleurs et que le soleil du matin se réchauffait, et il semblait lutter pour dire quelque chose de plus, sa mâchoire se crispant, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les siens, et finalement il demanda « Êtes-vous tout à fait certaine de votre décision de partir ?» Et la question, posée sur un ton qui visait l'indifférence et échouait, fit se serrer douloureusement son cœur, mais elle ne pouvait pas lui dire la vérité, ne pouvait pas mettre à nu 9 ans d'amour devant lui comme une suppliante désespérée. Alors elle dit seulement « Oui, milord, tout à fait certaine, il est temps de changer. » Et elle vit quelque chose traverser son visage qui aurait pu être de la douleur, de la frustration ou de la colère. Elle ne pouvait dire laquelle. Et il dit « Un changement », comme pour tester le mot, le trouvant inadéquat. « Et où irez-vous? Que ferez-vous » Et elle répondit « J'ai un poste qui m'attend chez une famille dans le Hampshire, my lord, une veuve qui a besoin d'une dame de compagnie. » Ce qui n'était pas entièrement vrai. Le poste n'était pas encore confirmé, mais probable, et ses mains se crispèrent à ses côtés, et il dit « Je vois, le Hampshire, assez loin donc. » Et elle dit « Oui, milord. » Et l'air entre eux semblait chargé de tout ce qu'il ne disait pas, de 9 ans de mots non dits pressant contre les frontières du discours convenable, et il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose de plus, quelque chose de réel peut-être, mais la referma ensuite, et se contenta de hocher la tête sèchement et de dire « J'espère que vous y serez très heureuse, Miss Ashford », et s'éloigna avec les épaules rigides,
la laissant debout parmi les roses, avec des larmes menaçantes et une confusion en guerre avec la blessure. Car que voulait-il d'elle? Pourquoi était-il soudainement partout où elle se tournait? Pourquoi posait-il des questions comme si ses réponses comptaient alors qu'il ne s'en était jamais soucié auparavant? Et elle ne pouvait y trouver aucun sens, ne pouvait pas se permettre d'espérer que cela signifiait quoi que ce soit au-delà, peut-être, de la résistance habituelle d'un maître au changement dans sa maisonnée. Et donc, elle se blinda et continua le compte à rebours des jours, 19 maintenant, puis 18, puis 17, tandis que William poursuivait son étrange campagne de proximité, apparaissant au petit déjeuner, alors qu'il le prenait habituellement dans son bureau, s'attardant dans les couloirs où elle passait, et toujours ses tentatives guindées de conversation qui n'allaient nulle part parce qu'elle ne pouvait supporter de révéler son cœur et qu'il semblait incapable de dire ce qu'il avait vraiment sur le cœur, et la frustration montait entre eux comme un orage qui se prépare. Et Éléanore commença à sentir qu'elle était lentement déchirée, car partir serait une agonie, mais rester dans ce nouveau tourment de son attention inexplicable était peut-être pire, et elle priait pour avoir la force d'endurer ces dernières semaines, de maintenir son calme, de partir avec sa dignité intacte, même si son cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. Il restait 2 semaines, et Lady Catherine Hartley, maintenant remise de sa maladie, mais pas de ses pouvoirs d'observation, convoqua son neveu dans son salon privé un après-midi gris où la pluie menaçait mais n'était pas encore tombée, et William vint à contre-cœur, sentant peut-être que cette conversation ne serait pas la douce enquête sur sa santé qu'il aurait pu préférer. Et en effet, sa tante ne perdit pas de temps en amabilité, mais le regarda de ses yeux perçants, que l'âge n'avait pas obscurcis, et dit « Asseyez-vous, William, nous devons parler franchement. » Et il s'assit, se sentant soudain comme un garçon appelé à rendre des comptes pour une faute, et elle croisa les mains sur ses genoux et dit « Vous êtes sur le point de commettre la plus grave erreur de votre vie. » Et il se raidit et dit « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ma tante. » Bien que bien sûr il sût exactement ce qu'elle voulait dire. Et elle fit un bruit d'impatience et répondit « N'insultez pas mon intelligence avec des dénégations. Vous savez parfaitement que je parle d'Éléanore, de votre aveuglement, de votre lâcheté. » Et les mots le frappèrent comme des coups, lâcheté, et il voulut protester, mais constata qu'il ne le pouvait pas, car n'était-ce pas la lâcheté qui l'avait maintenu enfermé, loin des sentiments pendant si longtemps? Et sa tante continua, sa voix plus douce maintenant, mais non moins pointue. « J'ai regardé cette fille vous aimer pendant 9 ans, William, 9 ans de dévotion silencieuse, et je vous ai regardé échouer à voir ce qui était sous vos yeux. Et maintenant qu'elle a trouvé le courage de partir, de s'épargner de nouvelles souffrances, vous errez dans les couloirs comme un fantôme, apparaissant sur son chemin, posant des questions insignifiantes, et toujours vous ne dites pas la vérité, toujours vous n'agissez pas, et je dois vous demander, mon cher garçon, vivez-vous vraiment ou existez-vous simplement? Honorez-vous la mémoire de Catherine par cet isolement auto-imposé, ou trahissez-vous la capacité même d'aimer qui vous a rendu digne d'elle en premier lieu? » Et la mention de son ancienne fiancée, morte depuis 10 ans, fit tressaillir William, car il n'avait pas prononcé son nom à voix haute depuis si longtemps, avait porté son souvenir comme un talisman contre de nouvelles douleurs, et sa tante vit le tressaillement et exploita son avantage, disant « Catherine aimait la vie, William, elle aimait pleinement et sans peur, et elle serait dévastée de voir ce que vous êtes devenu, cet homme creux qui traverse les jours sans vraiment les vivre. Et maintenant, Éléanore, chère Éléanore, qui n'a rien demandé, qui a tout donné, qui vous a aimé avec une patience et une grâce qui m'humilient, maintenant elle s'en va, parce que vous ne trouvez pas le courage d'ouvrir votre cœur, et je vous le dis franchement, si vous la laissez partir, vous le regretterez pour le reste de vos jours, vous repenserez à ce moment, et saurez que vous avez choisi la peur plutôt que l'amour, la sécurité plutôt que la vie, et vous mourrez seul dans cette grande maison, entouré de votre précieux contrôle et de votre distance
soigneusement maintenue de tout sentiment humain. Et est-ce vraiment ce que vous voulez? Et William resta assis, ayant l'impression qu'elle avait plongé la main dans sa poitrine, en avait sorti son cœur et l'avait brandi pour l'examiner, et il se trouva incapable de parler, incapable de se défendre, car tout ce qu'elle disait était vrai, et elle se pencha en avant et prit sa main, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un de si récemment malade, et dit plus doucement « Je suis vieille, William, et j'ai beaucoup vu de la vie, et je vous dis que l'amour, le véritable amour, vient rarement, et quand il vient, nous devons avoir le courage de le recevoir, de l'honorer, de le rendre, même si cela nous terrifie, même si nous avons été blessés auparavant, même si chaque instinct nous crie de nous protéger, car une vie sans amour n'est pas une vie du tout, c'est simplement une longue agonie. Et Éléanore vous aime, vous a aimé fidèlement et sans espoir de retour. Et vous, mon cher garçon, que vous le soyez avoué ou non, vous l'aimez aussi. Je l'ai vu dans la façon dont vous la regardez quand vous pensez que personne n'observe, dans la façon dont vous vous êtes effondré ces dernières semaines à l'idée de la perdre. Et la question n'est pas de savoir si vous l'aimez, mais si vous avez le courage de le reconnaître, de le dire, de risquer à nouveau votre cœur. Et elle relâcha sa main, se rassit et dit « 2 semaines, William, c'est tout le temps que vous avez. 2 semaines pour décider si vous allez vivre ou simplement exister. 2 semaines pour trouver votre courage ou perdre tout ce qui compte. » Puis elle le congédia, et William quitta son salon et sortit dans le parc, alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Et pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à examiner ses sentiments honnêtement. Se débarrassant de toutes les rationalisations et défenses prudentes, et ce qu'il trouva en dessous le terrifia, car sa tante avait raison, il aimait Éléanore, l'aimait peut-être lentement et silencieusement depuis des années sans le reconnaître, et l'idée de dire cette vérité, de se rendre à nouveau vulnérable, de risquer la dévastation qu'il avait ressentie à la mort de Catherine, lui donnait envie de se replier dans sa forteresse de contrôle, mais il pensa à Éléanore partant, à ne plus jamais la revoir, à passer le reste de sa vie dans cette existence creuse que sa tante avait si justement décrite, et il sut qu'il devait choisir, qu'il devait trouver en lui-même le courage qui lui restait, et debout là sous la pluie, il sentit quelque chose changer en lui, une partie longtemps gelée de son cœur commençant à se fissurer et à fondre. Et il sut que quelle que soit la peur qu'il ressentait, quel que soit le risque qu'aimer entraînait, ce n'était rien comparé à la certitude de la perte s'il laissait Éléanore s'en aller. Il restait 1 semaine, 7 jours qui s'étendaient devant Éléanore comme un pont qu'elle devait traverser vers un pays inconnu, et elle commença le rituel de faire sa malle, ce plus intime des adieux. Chaque objet qu'elle pliait et plaçait dans la caisse de cuir usé était un souvenir qu'elle consignait délibérément au passé, et il y avait le châle gris qu'elle avait porté cet après-midi d'octobre, il y a 3 ans, lorsqu'une pluie inattendue l'avait surprise dans le jardin et que William était apparu avec un parapluie, la ramenant à la maison en silence, mais restant assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur de la pluie sur son manteau et la chaleur qui émanait de sa présence, et elle serra le châle contre son visage maintenant, respirant le léger parfum de lavande des sachets qu'elle gardait dans sa garde-robe, puis le plia soigneusement et le déposa dans la malle, et il y avait le mince volume de Wordsworth qu'il lui avait tendu un matin d'hiver, disant seulement « J'ai pensé que cela pourrait vous plaire, Miss Ashford, le premier et unique livre qu'il lui ait jamais donné directement, et elle l'avait chéri au-delà de toute raison, l'avait lu jusqu'à pouvoir réciter des passages entiers de mémoire, et elle traça la couverture usée du bout des doigts avant de le placer sur le châle, et là, entre les pages de son journal, elle trouva la rose pressée du jardin, cueillie un matin de juin 2 ans auparavant, lorsque le monde lui avait semblé d'une beauté presque insupportable, et que son cœur avait été si plein d'amour non dit qu'elle pensait qu'il pourrait éclater,
et la rose était cassante maintenant, sa couleur fanée en un rose fantomatique. Mais elle se souvenait du buisson exact d'où elle venait, se souvenait de la façon dont la rosée avait scintillé sur ses pétales, se souvenait d'être restée là, seule, pensant que c'était assez, l'aimer était assez, même s'il ne le savait jamais. Et elle rangea soigneusement la fleur pressée dans une petite boîte en bois doublé de velours, et la plaça également dans la malle, tandis qu'à l'extérieur de sa fenêtre, bien qu'elle ne le sût pas, William se tenait dans son bureau, la regardant se déplacer dans le jardin lors de l'une de ses dernières promenades dans le parc qu'elle en était venue à aimer, et il mémorisait tout d'elle, la façon dont elle s'arrêtait pour toucher l'écorce du vieux chêne, la façon dont elle se penchait pour examiner une rose tardive, la grâce particulière de ses mouvements, l'inclinaison de sa tête lorsque quelque chose attirait son attention, et à l'intérieur de sa poitrine, son cœur effectuait des calculs de perte, mesurant tous les jours à venir sans sa présence, sans sa compétence tranquille, sans la qualité particulière de paix qu'elle apportait aux pièces simplement par sa présence, et la prise de conscience qui s'était construite depuis l'honnêteté dévastatrice de sa tante. 3 jours auparavant se cristallisa finalement en une certitude absolue. Il l'aimait. Aimait Eleanor Ashford, qui avait été invisible pour lui pendant 9 ans, tout en étant simultanément essentielle à chaque jour, l'aimait d'une profondeur qui le terrifiait parce qu'il ne l'avait pas choisie, ne s'y était pas préparé, n'avait construit aucune défense contre elle, et il comprenait maintenant qu'il l'avait peut-être aimée lentement et silencieusement pendant des années, que son cœur avait pris ses propres décisions, tandis que son esprit conscient restait enfermé dans un vieux chagrin et une peur plus ancienne encore, et la terreur de cette prise de conscience luttait avec autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement, car même dans sa peur, il reconnaissait que cet amour tranquille et constant, qui avait grandi dans l'obscurité sans qu'il ne s'en occupe, était différent de tout ce qu'il avait connu auparavant, était patient là où sa passion de jeunesse avait été urgente, était profond là où son amour précédent avait été éclatant, était enraciné dans des années d'observation et d'intimité inconsciente, dans un millier de petits moments de proximité et de compréhension. Et il ne savait que faire de cette connaissance, ne savait comment l'exprimer après tant d'années de silence, ne savait s'il avait le droit de l'exprimer maintenant qu'elle avait pris sa décision de partir, alors qu'elle avait clairement accepté qu'il ne la verrait jamais, et la peur qu'elle puisse le rejeter, puisse lui dire que l'amour qu'elle avait pu ressentir autrefois avait été épuisé par 9 ans d'invisibilité. Cette peur le paralysait, alors même qu'une autre peur, plus grande encore, murmurait que s'il ne parlait pas, il la perdrait pour toujours, passerait le reste de sa vie dans l'existence creuse que sa tante avait décrite. Et ainsi, il se tenait à sa fenêtre, regardant Éléanore dans le jardin, la mémorisant, l'aimant, terrifié par elle, 7 jours restants, et chacun d'eux lourd du poids des mots qu'il ne savait comment dire. Il restait 3 jours, 72 heures, qui s'étendaient devant William comme une éternité, et pourtant se précipitaient vers lui avec une vitesse terrible. Et au cours de ces 3 jours, il découvrit que savoir que l'on aime et trouver le courage de le dire sont 2 choses entièrement différentes, car chaque fois qu'il se résolvait à aller voir Éléanore, à tout lui dire, la peur montait en lui comme une force physique, murmurant son catalogue de désastres. Et si elle le refusait, et si 9 ans de silence avaient tué tout sentiment qu'elle aurait pu avoir autrefois, et s'il parlait et voyait de la pitié dans ses yeux plutôt que de l'amour, et si ouvrir son cœur à nouveau n'invitait qu'à la douleur dévastatrice qu'il avait passé une décennie à éviter, et ainsi il restait paralysé, regardant les heures s'écouler, se détestant pour sa lâcheté, mais incapable de la surmonter, tandis qu'Éléanore, se croyant totalement oubliée en ces derniers jours, trouva à sa surprise une étrange paix s'installer en elle, car la décision était prise, la malle était faite, l'avenir, aussi incertain soit-il,
était au moins différent de cette longue douleur d'aimer sans espoir, et elle se déplaçait dans le domaine avec une sorte de mélancolie calme, disant adieu aux pièces, aux couloirs et aux vues des fenêtres, emmagasinant des souvenirs qu'elle emporterait dans la vie qui l'attendait au-delà de ces murs. Et le soir du 3e au dernier jour, Madame Winters, la gouvernante, organisa un dîner d'adieu pour Éléanore, rassemblant le personnel de la maison dans le hall des domestiques où ils avaient dressé la belle vaisselle et préparé les plats préférés d'Éléanore. Et les domestiques supérieurs firent des discours louant sa gentillesse et sa compétence, et les femmes de chambre, avec qui elle s'était liée d'amitié, pleurèrent ouvertement, et même le sévère M. Davis, le majordome, sembla ému en levant son verre et en disant « À Miss Ashford, qui a honoré cette maison de sa présence et de sa bonté, puisse-t-elle trouver tout le bonheur dans sa nouvelle situation ?» Et tout le monde but, et Éléanore sentit sa gorge se nouer d'émotion devant cet hommage inattendu, devant la prise de conscience qu'elle avait été vue après tout, sinon par la seule personne dont elle désirait la reconnaissance, du moins par ces bonnes gens qui avaient travaillé à ses côtés pendant 9 ans, et Lady Catherine avait insisté pour qu'Éléanore dîne avec la famille ce dernier soir, et elle se retrouva donc à la longue table de la salle à manger formelle, portant sa meilleure robe qui était néanmoins simple à côté de la tenue élégante de la tante, et William était là, silencieux et pâle, ses vêtements de soirée impeccables comme toujours, mais quelque chose de désordonné dans ses yeux, et il ne mangeait pas bien que les domestiques plaçaient plat après plat devant lui, ne buvait pas bien que son verre de vin fût rempli et rempli à nouveau, et ses yeux suivaient Éléanore avec une intensité qui aurait été remarquée si quelqu'un y avait prêté attention, mais Lady Catherine était résolument joyeuse, racontant des histoires des années de service d'Éléanore, de sa patience et de sa sagesse, de la façon dont la maison ne serait plus jamais la même sans elle, et Éléanore souriait et murmurait des réponses appropriées, tandis que William restait figé, la regardant, mémorisant la façon dont la lueur des bougies se prenait dans ses cheveux sombres, la courbe douce de sa joue, le mouvement gracieux de ses mains, sachant qu'il la perdait et toujours incapable de trouver les mots. Et Lady Catherine remarqua bien sûr, remarqua l'agonie de son neveu et le calme soigneusement entretenu d'Éléanore. Et elle sourit pour elle-même en pensant que la tragédie pourrait peut-être encore être évitée si William pouvait trouver son courage, bien que le temps manquât désespérément, et quand le dîner se termina et qu'Éléanore se leva pour se retirer, prétextant la nécessité de terminer ses préparatifs, William se leva à moitié de sa chaise comme pour la suivre, puis se rassit, ses mains agrippant le bord de la table, et Lady Catherine le regarda avec un mélange d'exaspération et de sympathie, car elle pouvait le conduire à la vérité, mais ne pouvait pas le faire parler. Cela, il devrait le trouver en lui-même, et Éléanore monta lentement le grand escalier jusqu'à sa petite chambre, ignorant qu'en bas, dans la salle à manger, William était assis, la tête dans les mains, tandis que sa tante disait doucement « 3 jours, mon cher garçon, seulement 3 jours, et ensuite il sera trop tard. » Et il murmura « Je sais », mais il ne bougea toujours pas. La peur le tenait toujours figé, et l'horloge dans le hall sonna 10 heures, et la maison s'installa dans la nuit, et l'occasion s'échappa comme de l'eau entre des doigts désespérés. Le dernier jour arriva avec cette qualité particulière d'irréalité qui accompagne toutes les fins irrévocables, et Éléanore se réveilla avant l'aube au son des garçons d'écurie chargeant ses malles sur la voiture, les chocs et les grincements du cuir contre le bois marquant le démantèlement de sa vie en ce lieu. Et elle resta allongée dans son lit étroit, dans la petite chambre qui avait été la sienne pendant 9 ans, regardant la lumière grise se renforcer derrière la fenêtre, sachant que dans quelques heures, elle quitterait cette maison pour toujours, franchirait ses portes comme une étrangère, n'appartenant plus au rythme et aux routines qui avaient façonné ses journées, et cette connaissance pesait dans sa poitrine comme une pierre, lourde et froide, mais elle se leva, car il n'y avait rien d'autre à faire, s'habilla de ses vêtements de voyage,
la robe bleu foncé et le Spencer assorti qu'elle avait porté à son arrivée 9 ans auparavant, y trouvant une étrange symétrie. Puis elle commença sa tournée d'adieu dans la maison, se déplaçant à travers des pièces encore dans l'ombre du petit matin, touchant les murs comme si elle pouvait les absorber du bout des doigts, respirant l'odeur particulière de chaque espace, la bibliothèque avec son odeur de vieux cuir et de fumée de bois, le salon du matin avec son léger parfum des roses qu'elle avait arrangé la veille, la longue galerie avec son odeur de cire d'abeille et de thym, et elle marchait lentement, avec respect, disant adieu aux témoins inanimés de sa dévotion secrète, les fauteuils où elle s'était assise, les fenêtres à travers lesquelles elle avait regardé les saisons changer, les planchers qu'elle avait traversés d'innombrables fois en portant des livres, du thé ou des lettres. Et finalement, elle arriva à la bibliothèque, cette pièce plus que toute autre, où elle avait passé tant de soirées en la compagnie inconsciente de William, et elle se tint dans l'embrasure de la porte, regardant son fauteuil près de l'âtre, la petite table où il gardait sa lecture en cours, la lampe qui jetait une si belle lumière sur ses traits lorsqu'il lisait. Et elle s'autorisa à ressentir pleinement la perte de tout cela, la fin de l'observer, la fin de ces heures tranquilles de proximité qui avaient été à la fois sa joie et son tourment. Puis elle se dirigea vers son bureau, cette pièce massive en acajou qui dominait un coin de la pièce, et de la poche de son Spencer, elle sortit une seule rose blanche, coupée dans le jardin juste après l'aube, ses pétales tenant encore des gouttes de rosée, et elle la posa soigneusement au centre de son sous-main. Cette seule petite déclaration qu'elle n'aurait jamais le courage de faire en mots, ce symbole de tout ce qu'elle avait ressenti et jamais dit, 9 ans de dévotion condensés dans la beauté fragile d'une fleur, et elle resta à la regarder un long moment. Cette rose qui ne lui dirait rien de ce qu'il voulait savoir, mais tout ce qu'elle avait besoin de dire, puis elle se tourna et quitta la bibliothèque sans se retourner, monta les escaliers jusqu'à sa chambre pour prendre son réticule et ses gants, son cœur battant d'un étrange mélange de chagrin et de résolution. Car elle partait, mais elle parlait aussi. Enfin, même si ce n'était que dans le langage des fleurs, même s'il ne comprendrait probablement jamais ce que la rose signifiait, et alors qu'elle descendait l'escalier de service pour la dernière fois, la maison commençait à s'éveiller autour d'elle, et elle pensa que c'était juste de partir à cette heure liminale entre la nuit et le jour, entre la vie qu'elle avait connue et la vie qu'elle devait maintenant découvrir, et elle ne savait pas qu'à l'étage, William dormait encore d'un sommeil agité, qu'il était resté éveillé jusqu'à l'aube, luttant avec ses démons, avant de succomber finalement à un sommeil épuisé, qu'il se réveillerait pour la trouver partie, et elle ne savait rien de la rose qui attendait sur son bureau, ses épines enlevées, sa tige coupée en biseau, sa blancheur pure sur le bois sombre, un dernier message d'un cœur qui avait aimé en silence pendant si longtemps que le silence était devenu sa langue maternelle. William se réveilla en sursaut dans la pâle lumière du matin avec la terrible certitude qu'il avait dormi trop longtemps, que les dernières heures s'écoulaient tandis qu'il gisait paralysé par les rêves et l'indécision, et il se leva précipitamment, s'habillant avec des mains tremblantes, son cœur battant déjà la chamade d'une terreur sans nom. Et quelque chose l'attira vers la bibliothèque, un instinct ou une intuition, et lorsqu'il entra dans cette pièce familière, le soleil du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant son bureau, et là, sur le bois sombre, reposait une seule rose blanche, parfaite et immaculée, ses pétales lumineux dans la lumière, et William s'arrêta comme s'il avait été frappé, fixant cette chose impossible, cette fleur qui n'était pas là lorsqu'il s'était retiré la nuit dernière, et lentement, presque craintivement, il s'approcha du bureau, tendit la main pour toucher la rose, avec des doigts qui tremblaient, la souleva et sentit la douceur de la tige, d'où les épines avaient été soigneusement enlevées, vit l'angle précis de la coupe qui parlait d'une intention délibérée,
et la compréhension déferla sur lui comme une vague, le noyant dans la vérité soudainement évidente, car Éléanore aimait les roses, les entretenait dans le jardin, les arrangeait dans des vases à travers la maison, et elle laisserait une rose, parlerait dans ce langage silencieux, parce que le silence avait été son seul vocabulaire pendant 9 ans, et la rose blanche signifiait la pureté, la dévotion, la révérence, signifiait tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire en mots, signifiait qu'elle l'avait aimé, l'aimait peut-être encore, et il avait été si aveugle, si résolument aveugle, et le poids total de ce qu'il perdait le frappa avec une force physique. 9 ans de sa présence silencieuse, de sa douce compétence, de sa dévotion patiente, qu'il avait tenue pour acquise, comme on tient pour acquis l'air que l'on respire, et la panique le saisit, la terrible certitude qu'il était trop tard, qu'elle était déjà partie, et il se tourna et courut hors de la bibliothèque, la rose toujours serrée dans sa main, courut à travers les couloirs, son calme complètement brisé, appelant Davis, Madame Winters, quiconque pourrait lui dire si Eleanor était partie, et il fit irruption dans le hall d'entrée juste au moment où la grande horloge sonnait 8 heures, et là, dans l'allée au-delà des portes ouvertes, il pouvait voir la voiture, ses malles déjà arrimées, les chevaux piaffants et prêts, et son cœur s'arrêta simplement de battre pendant un terrible instant. Puis il entendit des pas sur le grand escalier, ce pas léger et familier qu'il avait entendu 10 000 fois sans vraiment l'entendre, et il se tourna et la vit descendre. Eleanor Ashford, dans sa robe de voyage bleu foncé, son chapeau à la main, son visage composé mais pâle, si pâle, et leurs yeux se rencontrèrent à travers l'étendue de marbre noir et blanc, et le monde sembla se suspendre, le temps s'étirant et se courbant, et William vit tout à cet instant, vit les 9 années se refléter dans ses yeux, l'amour, le désir et la résignation, vit la femme qui s'était tenue dans les ombres de sa vie, tenant sa dévotion comme une bougie dans l'obscurité, et quelque chose en lui se brisa, un dernier mur ou une dernière barrière, et son calme, qu'il avait maintenu pendant une décennie, s'effrita visiblement, son visage se transformant du masque aristocratique froid qu'il portait en quelque chose de brut, de désespéré et de totalement vulnérable, et Éléanore s'arrêta à mi-chemin des escaliers, figée par l'expression sur son visage, par la rose blanche qu'il tenait dans sa main comme une accusation ou une supplique. Et entre eux, la lumière du matin tombait en faisceaux à travers les hautes fenêtres, et le personnel de la maison avait commencé à se rassembler, attiré par l'agitation, témoin de ce moment de transformation, et William fit un pas vers les escaliers, puis un autre, la rose tremblant dans sa main, et il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint, car comment parler après 9 ans de silence, comment dire en un seul instant ce qui aurait dû être dit à travers 1000 jours, et Éléanore se tenait parfaitement immobile, sa main sur la rampe, son cœur martelant contre ses côtes, regardant cet homme qu'elle aimait se défaire sous ses yeux, voyant quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer voir, et l'espace entre eux vibrait de possibilités, de terreur et du poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Le mot s'échappa des lèvres de William comme à peine plus qu'un murmure, mais il traversa l'étendue de marbre avec la force d'un coup de tonnerre. « Attendez !» Et Éléanore se figea dans les escaliers comme si la seule syllabe l'avait changée en pierre, sa main agrippant la rampe jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et autour d'eux, le personnel de la maison s'était rassemblé dans les embrasures de portes et les alcôves. Madame Winters, la main pressée sur sa bouche, Davis debout, rigide, près de l'entrée, les femmes de chambre serrant leurs plumeaux, tout témoin de ce moment de rupture des convenances, et William se dirigea vers les escaliers, sans rien de sa grâce mesurée habituelle, ses mouvements presque chancelants dans leur urgence, la rose blanche toujours serrée dans sa main, et au diable les convenances, au diable la dignité, au diable tout sauf la terrible nécessité de l'empêcher de franchir cette porte,
et il atteignit le bas du grand escalier et leva les yeux vers elle. Et Éléanore vit dans son visage une émotion si nue que son souffle se coupa dans sa gorge, vit les murs qu'il avait si soigneusement construits au fil des ans s'effondrer comme d'anciennes fortifications devant un siège, et il monta les escaliers vers elle, 2 marches, 3, jusqu'à ce qu'ils se tiennent juste en dessous d'elle, figés, et leurs yeux étaient presque au même niveau, et elle pouvait voir le fin tremblement dans ses mains, le désespoir sauvage dans ses yeux gris, qu'elle n'avait jamais vu en 9 ans de distance prudente. Et il parla de nouveau, sa voix rauque et brisée, dépouillée de tout artifice. « Ne partez pas. » Et ces 2 mots contenaient une supplique si brute qu'Éléanore sentit son propre calme, soigneusement entretenu, commencer à se fissurer, sentit les larmes qu'elle s'était juré de ne pas verser lui brûler les yeux, et l'incrédulité luttait avec l'espoir et la peur sur son visage, car cela ne pouvait pas arriver. William Hartley ne se brisait pas, ne suppliait pas, ne la regardait pas avec une vulnérabilité aussi dévastatrice, et pourtant il se tenait là, sa poitrine se soulevant comme s'il avait couru des kilomètres au lieu de simplement traverser un hall, et il leva la rose entre eux, ce symbole blanc de sa dévotion secrète, et sa voix se brisa alors qu'il disait « J'ai été aveugle, Éléanore, si aveugle, et je... » Mais les mots semblèrent lui manquer. Étouffé par l'émotion ou la peur ou la pure impossibilité de dire en quelques instants ce qui aurait dû être dit au fil des ans, et il essaya de nouveau « Pardonnez-moi » et ce fut à peine un murmure, à peine audible, mais Éléanore l'entendit aussi clairement que s'il avait crié, entendit le désespoir, le chagrin et la supplique contenus dans ces 2 mots, et les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler, traçant des chemins silencieux sur ses joues pâles, et les 9 années s'étendaient entre eux, lourdes de tous les moments d'observation, d'attente et d'amour en silence, toutes les soirées dans la bibliothèque où elle s'était assise, invisible, tandis que son cœur se brisait tranquillement, tous les matins où elle avait versé son thé avec des mains qui désiraient le toucher, toutes les nuits où elle était restée éveillée, sachant qu'il ne la verrait jamais, et maintenant il se tenait devant elle, la voyant vraiment peut-être pour la première fois, et le poids de cela était presque insupportable, et en bas, le personnel regardait en silence, retenant son souffle, et la lumière du matin continuait de filtrer à travers les hautes fenêtres, et quelque part dans l'allée, les chevaux de la voiture piaffaient d'impatience, et Éléanore ouvrit la bouche pour parler, mais se trouva aussi muette que lui, découvrit que 9 ans de silence ne pouvaient être brisés facilement, même lorsque tout dépendait de le briser, et William fit un autre pas plus près, assez près, pour qu'elle puisse voir l'argent naissant à ses tempes, les fines lignes au coin de ses yeux, chaque détail du visage qu'elle avait mémorisé par des regards volés, et il tendit la rose vers elle avec une main qui tremblait visiblement, lui offrant en retour le symbole de tout ce qu'elle avait essayé de dire en la laissant, et sa voix, lorsqu'il parla de nouveau, était rauque d'émotion. « S'il vous plaît, Éléanore, s'il vous plaît, ne partez pas. » Les portes de la bibliothèque se refermèrent derrière eux avec un léger déclic qui semblait les isoler du monde, et Éléanore se tenait, tremblante, au centre de cette pièce familière, tandis que William se dirigeait vers les fenêtres, le dos tourné, les épaules rigides de tension, et le silence s'étira entre eux jusqu'à ce qu'il parle enfin, sa voix basse et rauque d'émotion. « J'ai été fiancé une fois, des années avant que vous n'arriviez dans cette maison, à une femme que je croyais aimer, et elle m'a accepté pour mon titre, pour le domaine, pour tout sauf l'homme que j'étais. Et quand elle a découvert que j'avais perdu une part importante de ma fortune dans un investissement raté, elle a mis fin à nos fiançailles publiquement, cruellement, et j'ai juré alors que je ne me rendrai plus jamais vulnérable, que je ne laisserai plus jamais personne s'approcher assez pour me blesser comme elle m'avait blessé. » Et il se tourna pour faire face à Éléanore, ses yeux gris hantés. « Et j'ai construit des murs,
Éléonore, des murs si hauts que je ne pouvais pas voir par-dessus, que je ne pouvais pas vous voir, vous qui vous teniez dans les ombres de mon isolement auto-imposé. Et pendant 9 ans vous avez été là, constante, douce et patiente. Et j'ai tenu votre présence pour acquise, comme on tient pour acquis le lever du soleil, sans jamais questionner, sans jamais reconnaître, jusqu'à hier, lorsque ma tante Catherine m'a dit que vous partiez, et que quelque chose a changé en moi, une terrible prise de conscience que la trame de mes jours était tissée de vous, de votre compétence tranquille, de votre doux sourire et de la façon dont vous compreniez mes humeurs sans exiger d'explication. Et j'ai essayé de me dire que c'était simplement l'habitude, simplement le confort d'une routine familière. Mais la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir en pensant à cette maison sans vous, au matin, sans votre présence dans la salle du petit déjeuner, aux soirées sans entendre vos pas dans le couloir. Et ce matin j'ai trouvé la rose que vous avez laissée, et j'ai compris, enfin compris ce que j'avais eu trop peur de voir, et sa voix se brisa légèrement, que vous m'aimiez, que vous m'avez peut-être aimé, et que j'ai gâché 9 ans en lâcheté et en aveuglement. Éléonore écoutait, des larmes coulant librement sur son visage, ses mains jointes fermement devant elle, et quand il se tut, elle prit une inspiration tremblante et dit la vérité qu'elle avait gardée si longtemps. « Je vous ai aimé pendant 9 ans, my lord, depuis le premier mois où je suis arrivé dans cette maison, quand vous m'avez trouvé dans le jardin, après que j'eus reçu la nouvelle de la mort de mon père, et que vous vous êtes assis avec moi en silence, pendant que je pleurais, ne demandant rien, offrant seulement une présence, et à ce moment-là, j'ai vu sous votre réserve l'homme que vous gardiez caché, et j'ai aimé cet homme. Je l'ai aimé à travers chaque saison qui est passée, à travers chaque matin et chaque soir, à travers chaque moment de service invisible, et je suis resté bien que cela me brisât le cœur chaque jour, parce qu'être près de vous, même invisible, valait mieux que d'être n'importe où ailleurs dans le monde, mais je ne pouvais pas rester pour toujours, William, je ne pouvais pas vous observer depuis les ombres pour le reste de ma vie, ne pouvais pas continuer à vous aimer en silence, alors que cet amour me consumait, et dire son nom, le prononcer à voix haute pour la première fois sans son titre, fut comme briser du verre, comme se libérer de chaînes, et William traversa la pièce vers elle en 3 rapides enjambées, et sa main se tendit vers la sienne, tremblant au contact de ses doigts, et à ce premier contact délibéré, tous deux retinrent leur souffle, et il leva sa main à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures, et sa voix n'était qu'un murmure, alors qu'il disait « 9 ans que j'ai gâchés, 9 ans que vous avez souffert en silence, et je ne peux pas restaurer ce temps, ne peux pas défaire la solitude que j'ai infligée par mon aveuglement, mais Éléonore, si vous pouvez me pardonner, si vous pouvez me donner une chance de vous connaître vraiment, de vous voir comme j'aurais toujours dû vous voir, je jure que je passerai le reste de ma vie à me prouver digne de la dévotion que vous m'avez montrée. » Et les murs d'Éléonore s'effondrèrent complètement, alors qu'elle plongeait son regard dans ses yeux, et y voyait tout ce qu'elle avait rêvé de voir, l'amour, le désir et l'espoir terrifié d'un homme apprenant à être à nouveau vulnérable. Éléonore sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un barrage qui avait retenu 9 ans d'émotions soigneusement contenues, et les larmes vinrent librement maintenant, mais elles étaient différentes des larmes qu'elle avait versées dans une obscurité solitaire. C'étaient des larmes de libération, de joie mêlée de chagrin, de tout ce qu'elle avait gardé en silence, trouvant enfin une voix. Et William la serra plus fort, ses bras l'encerclant avec une tendresse qui la fit trembler, et elle sentit ses propres larmes tomber sur ses cheveux alors qu'il la tenait. Cet homme fier qui s'était caché derrière des murs pendant si longtemps, se permettant maintenant de se briser en sa présence, et ils se tinrent là, dans la bibliothèque, où elle l'avait observé d'innombrables soirées. Mais maintenant, ils se tenaient l'un l'autre tandis que des années de retenue se dissolvaient entre eux, et quand Éléonore se recula légèrement pour regarder son visage, elle y vit de l'émerveillement, de la peur,
et un amour si brut et nouveau que son souffle se coupa, et elle se surprit à rire à travers ses larmes, riant de l'impossibilité de ce moment, de la joie d'être vue après si longtemps d'invisibilité. Et William rit aussi, un son qu'elle n'avait jamais entendu de lui, rauque et peu habitué, mais authentique. Et il leva la main vers son visage, son pouce essuyant ses larmes, avec une telle douceur que de nouvelles tombèrent, et il murmura « Je suis désolé, Éléanore, si profondément désolé, pour chaque moment que vous avez souffert en silence, pour chaque soirée où vous vous êtes assise sans être reconnue, pour chaque gentillesse que j'ai acceptée sans voir l'amour derrière, pour 9 ans d'aveuglement alors que vous méritiez d'être vue, d'être chérie. » Et Éléanore secoua la tête, sa main couvrant la sienne, là où elle reposait contre sa joue. « Vous étiez blessé, William, vous vous protégiez, et je l'ai compris même si cela me brisait le cœur, je l'ai compris. » Et il la serra de nouveau contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux, la respirant comme pour la mémoriser. Et dehors, l'orage qui s'était préparé toute la matinée éclata enfin, la pluie s'abattant contre les fenêtres en torrent qui correspondaient à la tempête émotionnelle à l'intérieur, et William se recula juste assez pour la regarder dans les yeux, son regard cherchant le sien avec une intensité qui lui donna le vertige, et il dit « Puis-je vous embrasser, Éléanore? Puis-je enfin, convenablement, vous montrer ce que j'aurais dû vous montrer il y a longtemps ?» Et elle hocha la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion qui l'étouffait, et il baissa lentement la tête, lui laissant le temps de se retirer, bien qu'elle ne se serait retirée pour rien au monde, et quand ses lèvres touchèrent enfin les siennes, ce fut d'abord hésitant, doux, presque respectueux, le baiser d'un homme qui avait oublié comment être tendre et qui réapprenait la tendresse, mais alors les mains d'Éléanore se glissèrent dans ses cheveux, et elle se pressa plus près, et le baiser s'approfondit. 9 ans de désir si déversant, 9 ans d'observation, de désir et d'amour en silence, trouvant maintenant leur pleine expression. Et William fit un son bas dans sa gorge et la serra plus fort contre lui. Et le baiser devint quelque chose de désespéré et de magnifique, des années de retenue se consumant dans le feu de leur connexion, et quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, et William murmura contre ses lèvres « Je vous aime, Eleanor Ashford, je vous aime, et je passerai chaque jour à le prouver, je vous le jure. » Et Eleanor murmura en retour « Je vous crois, William, je vous crois. » Et la transformation avait commencé, les murs s'effritant, le silence rompu, 2 âmes solitaires trouvant l'une en l'autre le foyer qu'elles avaient toujours cherché. 3 jours passèrent dans une brume d'émerveillement et de joie hésitante. 3 jours pendant lesquels William et Eleanor naviguèrent sur le nouveau territoire étrange de l'amour reconnu. Et le 4e jour, William fit l'annonce officielle au personnel de la maison assemblé dans le grand hall, sa voix ferme, mais sa main tremblant légèrement alors qu'elle tenait celle d'Éléanore. « Miss Ashford m'a fait l'extraordinaire honneur d'accepter ma demande en mariage, et j'ai confiance que vous vous joindrez à moi pour célébrer nos fiançailles. » Et la pièce éclata en applaudissements et en exclamations de joie, car les domestiques avaient été témoins des 9 années de dévotion silencieuse d'Éléanore et de la récente transformation de William, et Madame Henderson, la gouvernante, pleura ouvertement de bonheur, tandis que le majordome, M. Graves, s'autorisa un rare sourire, et tante Catherine, assise dans son fauteuil préféré, avec un châle sur les épaules, les regarda avec une telle satisfaction qu'Eleanor dut rire à travers ses propres larmes, sachant que la vieille femme avait orchestré une grande partie de cette résolution par sa conversation pointue avec William, et ce soir-là, il y eut un dîner de célébration où des toasts furent portés, et où William garda la main d'Eleanor dans la sienne tout au long du repas, ne se souciant plus des convenances ni de la réserve. Et plus tard,
Ils se promenèrent dans les jardins, alors que le crépuscule tombait, les roses lourdes de fleurs d'été, et William s'arrêta sous la tonnelle où la glycine pendait en cascades violettes et se tourna vers Eleanor, prenant son visage dans ses mains. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous êtes là, que vous m'avez pardonné, que vous êtes mienne. » Et Eleanor sourit, levant la main pour couvrir les siennes. « J'ai toujours été vôtre, William, depuis le début. J'ai simplement attendu que vous le voyiez. » Et ils continuèrent à marcher, parlant de leur avenir, du mariage qu'ils planifieraient pour l'automne, lorsque le domaine serait le plus beau, de la vie qu'ils construiraient ensemble. Et Eleanor s'émerveilla de la transformation de William, de la façon dont son visage s'était adouci, de la façon dont ses yeux rencontraient maintenant les siens, avec une franchise qui aurait été impensable quelques semaines auparavant, de la façon dont il la touchait constamment, comme pour se rassurer de sa présence. Et lorsqu'ils s'arrêtèrent près de la fontaine où l'eau cascadait sur la pierre usée par les siècles, William la serra contre lui et l'embrassa sur le front, les tempes, les lèvres, avec une tendresse qui parlait de respect et d'émerveillement. Et Eleanor se sentit s'épanouir sous son attention comme les roses s'épanouissaient sous le soleil d'été, et elle comprit que ce n'était pas seulement du bonheur, mais une transformation, qu'ils devenaient tous deux quelque chose de nouveau par leur union, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu être seul. Et alors qu'ils retournaient à la maison main dans la main, les fenêtres brillant d'une lumière chaude contre l'obscurité grandissante, Eleanor leva les yeux vers la façade familière et ne se sentit plus comme un fantôme hantant la périphérie, mais comme quelqu'un qui rentre chez soi, vraiment chez soi. Et William serra sa main comme s'il lisait ses pensées, et murmura « Bienvenue à la maison, mon amour, bienvenue à la maison, enfin. » 5 années s'étaient écoulées depuis ce jour de tempête, où le départ d'Eleanor avait brisé les murs soigneusement construits de William, 5 années durant lesquelles le domaine s'était transformé, d'un lieu d'ombres et de silence, en un foyer rempli de chaleur et de vie, et maintenant Eleanor se tenait dans la bibliothèque un autre soir d'automne, la pluie crépitant contre les fenêtres en un rythme doux, mais elle n'était plus la dame de compagnie invisible observant depuis la périphérie. Elle était Lady Hartley, maîtresse du domaine, épouse bien-aimée, mère de 2 enfants, dont les rires résonnaient dans des couloirs qui n'avaient connu autrefois que des voix étouffées et des pas retenus. Et tandis qu'elle contemplait la pièce familière, elle s'émerveilla de voir à quel point tout avait changé, tout en restant identique. Les fauteuils en cuir flanquaient toujours la cheminée où les flammes dansaient et crépitaient. Les étagères contenaient toujours leurs anciens volumes, mais maintenant des livres d'enfants étaient éparpillés sur la table basse. Maintenant sa broderie reposait sur le pouf. Maintenant la pièce portait les marques d'une famille plutôt que le refuge d'un homme solitaire. Et elle entendit des pas dans le couloir et se retourna alors que William entrait, leur fille Catherine perchée sur ses épaules, ses petites mains emmêlées dans ses cheveux, et leur fils James trottinant à ses côtés, agrippant la main de son père, et le cœur d'Eleanor se gonfla d'une joie si complète qu'elle lui monta aux yeux même après 5 ans de tels moments, car elle n'avait jamais imaginé cette abondance de bonheur, n'avait jamais osé rêver que son amour silencieux recevrait une telle dévotion en retour, et le visage de William, lorsqu'il la vit, s'adoucit en cette expression qu'elle savait lui être réservée, l'expression qui lui coupait encore le souffle même après des années de mariage, et il descendit doucement Catherine et envoya les 2 enfants à leur gouvernante, qui attendait dans l'embrasure de la porte, et lorsqu'ils furent seuls, il traversa la pièce jusqu'à Eleanor et la prit dans ses bras sans un mot, la tenant simplement, tandis que la pluie tombait dehors et que le feu réchauffait la pièce, et Eleanor posa sa tête contre sa poitrine et écouta le rythme régulier de son cœur et sentit la paix qui venait d'être complètement connue et complètement aimée. Et William lui embrassa le sommet de la tête et murmura «
Je pensais aujourd'hui à la première fois où je vous ai vraiment vu, et à quel point j'ai failli vous perdre pour toujours. » Et Éléanore se recula pour le regarder, voyant dans ses yeux le souvenir de ce moment désespéré dans les escaliers, et elle toucha doucement son visage. « Mais vous ne m'avez pas perdu, William. Vous avez trouvé le courage de parler, et j'ai trouvé le courage de rester. » Et il tourna la tête pour embrasser sa paume, puis la conduisit au fauteuil près du feu où il s'était assis d'innombrables fois auparavant. Mais maintenant, il la tira sur ses genoux au lieu de s'asseoir séparément, et Éléanore rit et protesta mollement avant de s'installer contre lui, et ses yeux tombèrent sur son bureau où, à une place d'honneur, se trouvait un petit dôme de verre, et en dessous, parfaitement conservé, bien que fané par le temps, reposait l'unique rose qu'elle lui avait laissée 5 ans auparavant, la rose qui avait été sa déclaration silencieuse lorsque les mots lui avaient manqué, et William suivit son regard et resserra ses bras autour d'elle, et il dit doucement « Je la garde là pour me rappeler de ne plus jamais être aveugle, de ne jamais tenir pour acquis le don précieux de votre amour, de ne jamais laisser la peur m'empêcher de voir ce qui a le plus de valeur. » Et Éléanore sentit des larmes glisser sur ses joues, mais c'étaient des larmes de gratitude, d'émerveillement devant la vie qu'ils avaient construite sur les cendres de la solitude. Et dehors, l'orage se renforça. La pluie s'abattant sur les fenêtres comme elle l'avait fait tant de nuits auparavant, mais à l'intérieur, ils étaient assis, enlacés, 2 âmes qui avaient trouvé leur foyer l'une en l'autre, et la transformation était complète. La dame de compagnie silencieuse était devenue l'épouse bien-aimée. Le lord glacial était devenu un mari et un père dévoué, et l'amour avait réécrit l'histoire que la solitude avait autrefois composée. Cher auditeur, alors que nous fermons ce chapitre de l'histoire d'Éléanore et William, je vous invite à considérer la nature de l'amour qui existe en silence, ce genre de dévotion qui ne demande rien et n'attend rien, qui persiste simplement année après année dans l'ombre de la vie d'un autre, car Éléanore a aimé William pendant 9 ans sans espoir de retour. 9 années pendant lesquelles elle a existé à la périphérie de son monde, invisible mais constante, et il y a à la fois de la tragédie et de la noblesse dans un tel amour, de la tragédie dans les années de solitude et de désir inexprimé, de la noblesse dans la pureté d'une dévotion qui ne cherche pas la possession, mais simplement la proximité. Mais nous devons aussi reconnaître le courage nécessaire pour se libérer d'un tel silence, car la décision d'Éléanore de partir n'est pas née de l'amertume ou de la défaite, mais de l'instinct de survie, de la compréhension qu'un amour qui diminue l'amant n'est pas durable, que continuer à aimer en silence revenait à s'effacer lentement, et elle a donc choisi de s'en aller, et dans ce choix résidait une autre forme de courage. Le courage de valoriser suffisamment son propre cœur pour chercher une vie au-delà du désir perpétuel, mais l'histoire nous enseigne aussi un courage encore plus grand, le courage que William a trouvé face à la perte, le courage de dire la vérité malgré la peur, de risquer la vulnérabilité malgré la douleur passée, de briser les murs qu'il avait construits et de déclarer ses sentiments alors que chaque instinct criait à l'autoprotection. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde que l'histoire offre, que l'amour exige du courage des 2 côtés, le courage de parler et le courage de recevoir, le courage de risquer le rejet et le courage d'accepter la dévotion. Et je me demande, cher auditeur, s'il y a quelqu'un dans votre vie dont vous avez tenu la présence silencieuse pour acquise, quelqu'un qui existe à votre périphérie, offrant une gentillesse que vous reconnaissez à peine, quelqu'un dont vous avez négligé l'amour, l'attention ou l'amitié parce que vous étiez trop effrayé, trop aveugle ou trop blessé pour vraiment le voir, car nous sommes tous, à notre manière, capables de l'aveuglement de William, capables de manquer ce qui est le plus précieux, parce que nous sommes piégés dans nos propres peurs et histoires, et nous sommes tous capables aussi de la souffrance silencieuse d'Éléanore, d'aimer sans parler, d'espérer sans déclarer,
d'attendre une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais, mais l'histoire nous rappelle que le silence, aussi noble soit-il, a un prix terrible, que les sentiments inexprimés se flétrissent dans l'obscurité, que l'amour a besoin de l'oxygène, de l'expression, pour vraiment s'épanouir. Et donc, je vous encourage, si vous avez gardé des mots d'amour, d'appréciation ou de gratitude dans votre cœur, à trouver le courage de les dire, à risquer la vulnérabilité d'une déclaration honnête, car la vie est trop brève et précieuse pour être gaspillée en silence. Et si vous avez négligé quelqu'un qui vous aime silencieusement, à ouvrir les yeux avant que le départ ne force la reconnaissance, à voir la dévotion offerte avant qu'elle ne s'en aille, car la plus grande tragédie n'est pas un amour non partagé, mais un amour non reconnu jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et que l'histoire d'Éléanore et William vous rappelle que la transformation est toujours possible, que les cœurs gelés peuvent fondre, que des années de solitude peuvent céder la place à une connexion profonde, qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité ou pour voir clairement, et que vous trouviez le courage d'aimer ouvertement et de recevoir l'amour avec grâce, de briser la peur et de tendre la main vers la connexion, de construire une vie non pas de désir silencieux, mais de dévotion exprimée et de joie mutuelle, et que vous connaissiez la paix, cher auditeur, la paix qui vient d'aimer authentiquement et d'être vraiment vu, et que votre propre histoire, quel que soit le chapitre dans lequel vous vous trouvez, se déroule vers la guérison, la plénitude et le genre d'amour qui transforme la solitude en appartenance. Et si ce conte a touché votre cœur, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, à vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires d'amour et de rédemption, et à emporter avec vous la vérité qu'un amour patient, lorsqu'il est enfin reconnu et retourné, fleurit avec une beauté qui fait que chaque année silencieuse en valait la peine. Reposez-vous bien, cher auditeur, et que vous trouviez le courage de dire ce que votre cœur garde en silence.